Très bien. Donc, comme ça a été dit, on va prendre un temps de questions plutôt à la fin. Là, je laisse Céline Clément qui va démarrer la présentation. Merci Jennifer. Donc, bonjour à tous et toutes. On est ravis avec Jennifer et Maryse de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire, en particulier parce que le programme ASPI et soutenir la parentalité des parents d'ados, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps avec Jennifer Hilg. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter voilà, un peu la nature de ce programme qui a été conçu ces dernières années principalement par Jennifer Hilg. Tu peux passer Donc, la diapo. Alors, tout d'abord, on va commencer par une information qui est issue de la recherche, hein, qui date un peu, qui est de 2007. Mais une étude en Suède avait montré que les parents d'enfants autistes sans troubles du développement intellectuel consacraient, en plus de parents d'enfants dits neurotypiques ou sans situation de handicap, ces parents consacrent 1 000 heures en plus par an à l'éducation et aux soins de leur enfant. Et donc, ces 1 000 heures, en fait, c'est assez vite vu si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents. Ça va être c'est 2 à 3 heures par jour en moyenne. Donc, c'est 2 heures pour aller au rendez-vous chez l'orthophoniste. Ça peut être aussi le temps que vous passez à remplir les papiers pour la MDPH. Et c'est pas que 2 heures, hein, mais c'est 2 heures sur une de vos soirées. Ça peut être aussi le temps que vous consacrez par exemple, aux devoirs. Ça, c'est une problématique que rencontrent souvent, par exemple, les parents d'ados, c'est l'accompagnement pour les devoirs. Donc, ça va très, très vite, ces 1 000 heures par an. Et ces 1 000 heures par an, bah, elles sont prises sur d'autres choses. Elles sont prises sur le temps de sommeil, beaucoup pour les parents. C'est-à-dire que si on veut consacrer du temps à la fratrie, à son couple, ben, les 1 000 heures, on va les prendre sur le temps de sommeil. Ça peut être pris sur le temps de couple ou sur le temps pour prendre soin de soi également. Donc, factuellement, être parent d'un enfant ou d'un ado autiste sans déficience intellectuelle, sans trouble du développement intellectuel, pardon, ça prend du temps. C'est important de le souligner parce que souvent les parents d'ados ou d'enfants sans trouble du développement intellectuel avec autisme disent, mais finalement, moi, c'est moins problématique que d'autres parents. Donc, ils sous-estiment finalement aussi leurs besoins. Alors, une fois qu'on a planté ce décor-là, effectivement, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces parents, à l'accompagnement de ces parents, de ces familles? Alors, pour nous, je le dis d'emblée avec Jennifer Hilg, il n'y a pas une intervention qui est meilleure qu'une autre dans l'absolu. Pour nous, il y a des interventions et elles vont être sans doute plus adéquates à un moment donné, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ses caractéristiques, mais aussi en fonction des caractéristiques de la famille et des parents. Donc, je vais brièvement vous présenter un petit peu comment, dans la nomenclature, on organise un petit peu ces interventions. Euh, on a les dispositifs de soutien psychologique et social. Ça peut être par exemple les psychothérapies dans lesquelles on peut engager certaines familles. Par exemple, quand je vous disais prendre soin de soi, ben, typiquement quand on a des parents qui sont en situation d'épuisement parental, bah, l'important, ça va être d'abord de prendre soin du parent. Donc, on peut avoir des dispositifs de psychothérapie, des dispositifs de soutien social. On va avoir aussi ce que vous connaissez souvent, ce qu'on connaît, c'est les dispositifs d'information. Alors les catégories sont pas, elles sont plus sur un continuum. En tout cas, elles ne sont pas complètement étrangères les unes aux autres. Alors, dans les dispositifs d'information, vous pouvez retrouver, par exemple, ce qu'on propose dans les centres ressources autisme. On va avoir des informations pour présenter ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme, quelles sont les caractéristiques d'un TSA. Ça peut être aussi les cafés parents vont se retrouver à la marge entre les dispositifs de soutien psychologique et social et les dispositifs d'information. Alors pour celles et ceux qui parmi nous mettent en place des cafés parents, très souvent on est un peu déçus quand on essaie de les mettre en place parce que ça marche un petit peu, ça marche pas autant qu'on l'aimerait, et puis les parents suivent pas et ils viennent de façon un peu opportuniste en fonction des thématiques.
Et puis, on sent bien que souvent, ce n'est pas suffisant par rapport aux problématiques parentales. Alors, dans l'autisme, on a cette fameuse guidance parentale. Alors, pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu, vous savez que ce n'est pas le terme que j'utilise le plus, hein, parce que souvent, ça regroupe plein de choses. Mais dans l'autisme, la guidance parentale, c'est souvent la transmission technique aux parents, où on démontre comment faire. Par exemple, pour faire face au comportement des filles au domicile, comment je fais. Et la guidance parentale, c'est important parce que ça peut être des fois vraiment la boîte de survie pour les parents. Donc, c'est important de pouvoir le proposer. Mais ce n'est pas toujours suffisant parce que parfois, les parents ont du mal à généraliser ce qu'on a transmis en guidance parentale. Euh, donc voilà, on a ces modèles et puis on a les modèles où on va cibler vraiment les habiletés parentales. Alors, il y a deux modèles. Il y a le modèle de formation indirecte qui est ce que vous allez retrouver par exemple dans les modèles type Denver ou ABA type Lovas, où on va transmettre aux parents des habiletés, mais l'objectif premier, c'est le développement de l'enfant. C'est ça en fait. Nous, on est sur un autre modèle. Si vous connaissez par exemple le programme l'ABC du comportement qu'on a développé avec Jennifer Hill et puis nos collègues du Québec, on est plus dans la formation directement aux parents pour donner aux parents des compétences parentales pour augmenter le sentiment de compétence. Et ce qu'on vise, c'est d'abord le parent, l'anxiété parentale, le stress parental et surtout le sentiment de compétence parentale. Et l'effet indirect, si vous voulez, c'est ensuite auprès de l'enfant ou de l'adolescent. Jennifer, si tu veux compléter, n'hésite pas. D'accord. Bon, mais il fait très bien, là. Je te remercie. Donc, vous voyez ici en français, pour le coup, souvent on s'autoflagelle en France, mais on a quand même plein d'outils disponibles, en particulier pour la petite enfance, l'enfance, hein. On a le programme PAPA qui est plutôt un programme d'annonce post-diagnostic, donc qui va répondre aux besoins vraiment à la suite du diagnostic. Et on est plutôt dans un programme estampillé éducation thérapeutique du patient. Il y a le programme Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée, qui est un programme d'initiative québécoise qui est développé par nos collègues en lien avec le CIUS de Trois-Rivières, de Mauricie, Centre du Québec, qui est implanté en France par Émilie Cap. Donc là, on est entre le programme d'information et le programme de psychoéducation. Voilà. Et puis, on va avoir le programme dont je vous parlais avant, qui est l'ABC du comportement, qui est au Québec, par exemple, il est arrimé au programme Au-delà du TSA, qui est plutôt un programme post-diagnostic. Et ensuite, on enchaîne sur les habiletés parentales avec Au-delà du TSA, qui est dans sa forme telle que vous la voyez là pour du 3-6 ans. Et on devrait pouvoir vous proposer la version 7-11 ans à l'automne. Voilà. Et puis, on a aussi, par exemple, le programme Étape de notre collègue Cyrielle Dergui, qui là aussi est un programme d'éducation thérapeutique. Tous ces programmes sont à destination de parents, d'enfants, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur du 3-7, 3-8, mais on n'est pas sur la période pré-ado, ado. Oui, il y a le programme étape qui va jusqu'à 10 ans. Et ce sont, à part au-delà du TSA, qui nous vient du Québec et qui est le plus ancien finalement, tous les autres se sont développés dans les 10 dernières années. Ça, c'était vraiment suite aux recommandations françaises. Il y a eu euh, une espèce d'engouement aussi qui s'est fait. Et donc, comme beaucoup de fois, on a tendance à commencer par les jeunes enfants. Donc là, en l'occurrence, les parents de jeunes enfants. Je passe. Je prends la suite. Donc c'est vrai que justement avec les programmes qu'on vient de vous montrer, la difficulté était toujours lorsque les familles nous interpellaient pour savoir s'il y avait des équivalents pour les parents d'ados. Et c'est vrai que on se rend compte hein, que c'est une période de vie qui peut être, qui est de toute façon pleine de changements pour toute personne. Et lorsqu'on regarde en fait la littérature, on voit toutes les particularités de cette période de vie chez les familles qui ont un ado qui a de l'autisme.
Cliniquement aussi, hein, on voit que c'est vraiment une période de vie où les parents vont nous dire, ben voilà, jusqu'à présent, j'avais tendance à mettre certains outils pour l'aider, pour l'accompagner, et puis là, maintenant, euh, en parenthèse, je vais dire, ça ne marche plus ou c'est plus pareil, et je me sens un peu démunie. Donc, on a vraiment ces difficultés-là que les parents peuvent rencontrer, se sentent un peu plus démunis. Et chez les ados aussi, hein, les ados autistes vont rencontrer plus particulièrement à cette période de vie des défis, des difficultés, hein, donc ils sont plus fréquemment victimes de rejet et d'intimidation, malheureusement. Du fait de toutes ces difficultés, on va remarquer qu'il y a aussi davantage de souffrance psychologique, hein, donc plus d'anxiété, des symptômes dépressifs peut-être plus importants et aussi une baisse d'estime d'eux-mêmes, étant donné que c'est aussi à ce moment-là qu'ils peuvent avoir tendance à réaliser la différence avec les autres jeunes de leur âge. Donc c'est vraiment une période de vie assez euh, particulière et où il y a une vraie demande de soutien de la part des familles. Et du coup, c'est un peu pour ça que on s'est posé la question, bon, est-ce qu'il y aurait un équivalent qu'on peut proposer pour les familles? Et donc, c'est un projet, comme l'a dit Céline Clément, qui date de maintenant un certain nombre d'années, vous allez voir. Et on s'est un peu attelé à créer justement un programme parental vraiment pour les parents d'ados autistes. Donc, c'est un programme qu'on a fait au sein de l'Université de Strasbourg. Il y avait aussi au tout début de ce projet la Fondation de France qui nous a soutenus, hein, je tiens à le préciser parce que c'est pas toujours évident de trouver justement du soutien financier. Donc la Fondation de France qui avait donné une bourse pour pouvoir démarrer le projet et aussi Connectus qui justement par l'Université de Strasbourg nous a soutenus. Donc on a commencé un peu à travailler en regardant ce qu'il existait par ailleurs. Ça, c'est ce qu'on fait toujours dans le développement des programmes parentaux, hein, c'est de savoir, bon, avant d'inventer le fil à couper le beurre, en gros, est-ce qu'on ne peut pas juste essayer de voir qu'est-ce qui marche par ailleurs et qu'est-ce qu'on peut reprendre. Donc, on a fait un petit tour de la revue de la littérature, hein, et on a aussi fait des entretiens alors à la fois avec les parents d'ados autistes pour voir ben, si maintenant ils participaient à une intervention de ce type, qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme information, quels seraient les soutiens nécessaires. Mais on a aussi fait des entretiens avec les ados eux-mêmes et avec des parents d'adultes autistes parce que comme ils ont traversé cette période de vie, ils ont peut-être un recul qui peut tout à fait être intéressant. Et aussi avec des personnes donc, adultes autistes pour savoir comment elles avaient vécu leur adolescence et puis savoir un petit peu qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles conseilleraient aux parents qui ont un ado autiste. Donc, on a fait un petit peu tout ça. Dans la littérature, c'était presque un peu décevant parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était une surprise, pour être très honnête. C'était une surprise, donc que ce soit au niveau francophone ou au niveau anglophone, il n'y avait finalement pas de programme d'habileté parentale pour cette tranche de vie. Alors, je vous ai mis là, c'est ce que j'avais pu trouver à l'époque, hein, donc, un programme parental, les deux venaient d'Australie d'ailleurs. Ouais, intéressant. Mais ils ne sont pas beaucoup documentés. Euh, donc c'est là où on s'est rendu compte, bon, ben, peut-être qu'il va falloir justement en développer un. Les entretiens, je vous donne juste, alors il y a plein de verbatim, mais je vous montre juste des petites choses. On a demandé, une des questions, c'était aux parents d'adultes autistes s'ils avaient un conseil à donner aux parents d'ados. Donc, c'est un exemple, mais ils convergent un peu tous dans cette direction-là. Donc là, on a déjà, première chose, de se former.
mais vraiment de se former, d'arriver à mieux comprendre leur enfant, de savoir ses difficultés et surtout, enfin, d'essayer de l'écouter, en fait, et arriver à aller à son rythme. Parce que moi, je vois enfin, même avec mon fils, moi aussi, je fais l'erreur des fois, j'essaie d'aller trop vite sur certaines choses. Et puis, je vois que ça ne passe pas, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Du coup, eh ben, on revient un peu en arrière et puis on réessaie. Il faut aussi, enfin, il ne faut pas se décourager. Il faut essayer de comprendre le rythme, en fait. C'est quelque chose qui est souvent venu aussi des personnes adultes autistes hein, qui pouvaient dire que elles auraient voulu plus de temps pour apprendre tout ce qu'elles avaient à apprendre à cette période de vie, plus de temps par rapport aux attentes qu'on avait vis-à-vis d'elles. Donc, il y a cette histoire de rythme. Vous avez un autre verbatim d'un parent. Hein, et ben voilà, déjà, comment dire, essayer de l'aider toujours, même si c'est difficile, on a eu du mal, mais toujours l'aider, pas le lâcher, et puis rester. Alors nous, c'est une chose qu'on a réussi à faire et que je conseillerais justement par rapport à ça, c'est de surtout garder l'affectif, lui montrer qu'on l'aime et surtout garder l'affectif, jamais perdre ça. Ça, c'est quelque chose qui vient souvent dans les verbatims aussi, hein, parce qu'on a des familles qui expliquaient que ça pouvait être très conflictuel en cette période de vie et que c'était justement quelque chose qui a été difficile pour elle de rester en lien, de rester en contact, de ne pas lâcher et en même temps d'accepter. Il y a toutes ces contradictions qui ressortaient dans cette verbatim. Il faut à la fois pas lâcher, mais en même temps, il faut accepter et laisser. Donc, il y avait vraiment cette notion de lâcher prise qui revenait constamment, avec des parents aussi qui expliquaient, voilà, ben, lâcher prise, oui, mais tout en l'aidant. Donc, c'est par cette revue de littérature, par ces entretiens, qu'on a essayé justement de travailler sur un programme parental qui serait vraiment spécifique. Donc, il est nommé ASPI. Hein, alors, c'est accompagner mon ado avec de l'autisme, mais finalement, maintenant, on préférerait dire accompagner mon ado autiste dans ses particularités vers l'indépendance. Donc, on a ciblé la tranche d'âge 12-17 ans et les jeunes qui n'ont pas de déficience intellectuelle associée parce que les défis ne sont pas forcément les mêmes. C'est une intervention qu'on privilégie en groupe, même si elle peut être proposée aussi en individuel. Euh, Avec 5 familles, c'est toujours important d'avoir justement un petit nombre de familles. Et l'idée, hein, c'est vraiment, vous allez voir, on va vous donner des exemples, mais c'est d'aider à réfléchir à la manière dont justement on peut soutenir le jeune dans cette période de vie, au travers de certaines des échanges et des mises en application aussi au domicile. Alors la particularité aussi de ce programme par rapport à tous les autres, c'est que l'ado a le choix d'y participer ou non, pas en venant aux rencontres, mais en remplissant un carnet de l'ado. Voilà. Donc, les parents, ils viennent aux rencontres. Ils ont toujours un carnet du parent. Le carnet du parent, c'est là où on va mettre les réflexions et les exercices. Puis, vous avez le carnet de l'ado. Le carnet de l'ado, c'est une proposition faite à l'ado. Ça, c'est très important dans ce programme-là. C'est que l'ado a le choix ou pas. Ce n'est absolument pas une obligation. Justement, comme c'est quelque chose qui est souvent aussi vu par les familles, ben voilà, mon ado, il initie très peu, il choisit très peu pour lui. Finalement, nous, on a pris l'habitude de monter un peu au créneau pour lui, pour le défendre. Donc, on a pris cette habitude-là aussi de finalement de choisir certaines choses pour lui. C'est des jeunes qui peuvent avoir aussi été entourés de pas mal de professionnels. Donc, c'est des jeunes qui peuvent avoir ce manque d'initiative aussi et être des fois assez passifs. Je ne dis pas que c'est une généralité, hein. Et donc là, c'est très important d'être dans cette idée un peu de le jeune va choisir pour lui. Il décide s'il veut participer ou non. Et le carnet de famille, c'est plus une représentation, c'est-à-dire que on va
proposer des exercices qui ont comme but un échange, si possible, entre l'ado et le parent. Donc, je vais vous montrer des petits exemples. Donc, le carnet de famille, il n'est pas tangible, c'est plus, voilà, l'ado, s'il a accepté de remplir un document et le parent a rempli un autre document, ils peuvent en parler, ou alors ils peuvent se le montrer, ou alors ils peuvent le mettre dans un classeur. Euh, c'est à eux de décider comment ils veulent échanger. Il y a 10 rencontres dans ce programme et la première rencontre, ça va être axé sur le parcours familial et l'évolution de l'autisme chez le jeune, hein, parce que justement, il y a déjà tout un vécu, euh, que le jeune ait été diagnostiqué ou pas, de toute façon. S'il a été diagnostiqué tardivement, donc à la préadolescence, il y a quand même déjà tout le parcours qui a été vécu, souvent semé un peu d'embûches, hein. Et donc, au cours de cette séance-là, un des exemples d'activités qu'on va faire, ça va être de réfléchir justement déjà de une à la notion de famille. Qu'est-ce qu'une famille pour vous? Donc, les parents peuvent y réfléchir, l'ado peut y réfléchir. Pour les parents, on va aussi réfléchir à les ressources parce que j'ai rencontré des difficultés quand l'enfant était plus jeune. Donc, sur quelles ressources ils se sont appuyés pour faire face aux difficultés? Après, il y a aussi justement l'évolution des manifestations de l'autisme. Qu'est-ce qui est différent maintenant qu'il est ado? Et un des exercices qui est partagé, c'est de tout simplement présenter le jeune. Au-delà de l'adolescence et de l'autisme, donc c'est des questions qui sont posées dans le carnet du parent. Quelle est son activité favorite? Qui est important pour lui? Quels sont ses rêves? Et l'ado a le choix donc de répondre exactement aux mêmes questions. Donc c'est ça qui peut être intéressant, c'est de voir un peu la vision qu'a le parent de son ado et puis finalement que va en dire le jeune, encore une fois, s'il a choisi de le faire. Donc ça, c'est un exemple d'activité. Après les deux autres rencontres, on va être sur des séances, des rencontres où on va évoquer dans un premier temps les défis spécifiques à l'adolescence, hein, donc des jeunes qui vont se retrouver dans des situations où on a des attentes bien particulières vis-à-vis d'eux. Chez les ados, on a tendance à avoir comme attente que, OK, maintenant tu es grand, tu es censé pouvoir faire plus de choses tout seul, tu es censé pouvoir mieux gérer tes émotions, tu es censé pouvoir mieux t'organiser au quotidien. Des éléments qui peuvent être particulièrement difficiles pour les jeunes autistes. Donc, ça va être de remettre en avant, voilà, comment, en fait, justement, à cette tranche de vie, il y a ces difficultés-là, hein, qui font qu'on a des attentes vis-à-vis des jeunes et en même temps, ils ne peuvent pas répondre à ces attentes. La rencontre 3, elle va être très importante parce que l'idée, c'est que ce soit le parent qui fasse le premier pas. Le parent va s'engager auprès de son ado. En fait, lors de la deuxième rencontre, hein, les parents ont eu comme exercice d'essayer un petit peu de voir euh, au quotidien quelles sont les actions qu'ils ont tendance à faire, des actions parentales qui portent leurs fruits, qui fait en sorte que le lien, l'affectif euh, ouais, soit là. Qu'est-ce qu'ils font pour aider leurs jeunes? Les ados, dans le carnet de l'ado, eux peuvent aussi dire quelles sont les actions parentales qu'ils apprécient particulièrement. Et du coup, dans cette troisième rencontre, en fait, le parent va faire une déclaration d'engagement. Une déclaration qui peut être orale, écrite, en tout cas, on y réfléchit en séance. Si maintenant, vous deviez vous engager en tant que parent pour montrer votre soutien à votre jeune, en tenant compte de ce qu'il a pu vous dire ou en tenant compte de ce que vous avez pu voir au quotidien. Quelles actions vous êtes prêt à faire davantage ou quelles actions vous êtes même prêt à faire que vous n'avez pas encore fait. Donc, à titre d'exemple, on a eu des parents qui nous ont dit, ben, je vais essayer de faire plus confiance à mon ado. Il me demande souvent, donc on a réfléchi un peu qu'est-ce que ça veut dire faire plus confiance.
Est-ce que ça veut dire que vous acceptez des choses que vous n'avez pas acceptées jusqu'à présent? Est-ce que c'est échanger plus avec lui? Donc voilà, on définit les petites actions que le parent s'engage à faire et il va le dire à l'ado. Il va le déclarer. Il va dire, voilà, moi, en tant que parent, voilà le parent que je veux être pour toi. Je te soutiens comme ça et je m'engage sans rien attendre en retour, en quelque sorte, hein, à faire davantage ci ou ça. Pour ça, on utilise, alors là, c'est une matrice, c'est un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, ça fait un peu beaucoup d'informations. En fait, on va poser ces questions-là pendant toute la séance, hein, je l'ai un peu évoqué juste avant. Euh, En tant que parent, qui et quoi est important pour vous dans votre démarche de venir dans ce groupe? Quel parent voulez-vous être pour votre ado? Quelles sont les qualités, pardon, parentales qui comptent pour vous? Après, on va regarder un petit peu, comme tout être humain, on a une vie intérieure qui des fois peut nous empêcher d'être le parent qu'on veut être. Il y a peut-être des fois des souvenirs difficiles, des émotions douloureuses, des pensées, donc des choses qui font que je veux lui faire confiance, mais en même temps j'ai très peur. Et quand j'ai très peur, j'ai tendance à moins l'écouter, j'ai peut-être tendance à plus imposer mon point de vue, etc. Donc, j'aimerais bien pouvoir dépasser cette peur-là et pouvoir m'approcher du parent que je veux être pour mon ado. Ah, donc, on répond un peu à toutes ces questions-là. Et tout ça pour amener la suite, hein, où lors des séances suivantes, on va être vraiment sur des exercices plus encore pratico-pratiques. Comment valider et soutenir mon ado dans ses émotions? Comment soutenir mon ado aussi dans son autonomie quotidienne? Comment soutenir mon ado dans la recherche de solutions face à un problème? C'est vraiment des éléments que les parents ont pu nous dire dans les entretiens aussi, hein. Bah oui, il y a tous ces domaines-là qui sont importants et en fait, la manière dont ils avaient tendance à soutenir leurs jeunes plus petits, est moins aidante à cet âge de vie. Donc, comment faire différemment les choses? Et ce qu'on va transmettre vraiment au cours de ces séances, c'est comment trouver cet équilibre à cet âge de vie, hein, qui est, en tant que parent, j'accompagne mon jeune pour qu'il soit plus autonome, pour le préparer à cette vie d'adulte. Et en même temps, voilà, il a des défis supplémentaires par rapport aux autres. Comment je peux faire? Il a plus de difficultés à choisir pour lui, à initier. Euh, donc, c'est trouver cet équilibre-là, je le soutiens et en même temps, je lui laisse aussi toute sa place. Donc là, par exemple, c'est un support où on va, dans le carnet de l'ado, où on va demander aux jeunes dans quel domaine à la maison es-tu prêt à devenir plus indépendant et responsable. Donc, c'est une proposition qu'on fait à l'ado de voir un petit peu si par lui-même, il pense spontanément à certaines choses. Euh, on essaye aussi de voir avec le parent dans la recherche de solutions, hein. On essaie d'aider le parent à faire participer son ado quand il y a un problème, on cherche des solutions ensemble. Parce que toutes ces compétences-là, hein, que ce soit, si je reviens en arrière, j'ai envie de devenir peut-être plus indépendant ou alors ce serait bien que je sois plus indépendant dans certains domaines. Comment je vais mettre en place cet apprentissage-là? C'est utile pour la vie future. Rechercher des solutions face à un problème, c'est utile pour la vie future. Chez les jeunes qui n'ont pas d'autisme, ça peut se faire des fois assez naturellement. Chez les jeunes qui ont de l'autisme, on va essayer justement de prendre plus le temps pour apprendre cette méthodologie quelque part, hein. Face à un problème, qu'est-ce que je fais? La particularité aussi de ces supports, c'est que on va faire attention à certaines caractéristiques, hein. Donc, par exemple, là, quand la famille cherche une solution face à un problème, on met en avant le point de vue des uns et des autres. Comme on sait que ça peut être difficile pour le jeune de pouvoir imaginer ce que ses parents ou d'autres personnes, d'autres membres de la famille peuvent penser, on va essayer vraiment que chacun soit très explicite dans sa manière de présenter ce qui le dérange au quotidien. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple, un point de vue et chacun va donner son point de vue en disant les actions qui me dérangent, ce que je ressens et ce dont j'ai besoin, ce que j'aimerais voir à la place, et on va aider l'ado à faire de même.
évidemment, les derniers supports que je vous ai montrés, ce sont des supports notamment si l'ado est très preneur et qu'il est d'accord. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Il y a on a fait pour l'instant 2 groupes de parents et dans les groupes qu'on a fait, les ados, il y en avait quelques-uns qui étaient très participatifs, ils remplissaient beaucoup le carnet de l'ado. Certains qui regardaient ça un peu à distance, ou je le dis toujours, mais parce que c'était assez rigolo, qui traînaient toujours, comme on faisait en visio, en fait, ils traînaient toujours un petit peu autour de, de l'ordinateur quand on faisait la rencontre. Donc, on a déjà eu des jeunes qui sont intervenus, qui sont venus nous dire bonjour, voilà, lors de ce temps-là. Et c'est vraiment chouette. Et il y en a certains qui voulaient aussi ne rien entendre du tout de ce groupe de parents. Donc, ça a été vraiment pour eux, bah, fais ce que qui ont pu dire, fais ce que tu veux à ton parent, mais moi, je ne veux rien avoir à faire, et qui étaient quand même dans une opposition assez importante. Et là, l'idée, c'est pas que le parent se retrouve coincé, au contraire, c'est de réfléchir à tout l'éventail des possibilités. Si votre ado participe ou participe moyennement, c'est déjà super. Dans le cas où il ne participe pas, ça ne veut pas dire que vous êtes coincé. On va faire de ce refus une situation d'apprentissage. Alors, on reprend toujours un peu cette matrice qui est très utile au cours de ce programme, hein, mais ça sera de voir, OK, quand il s'oppose, alors je sais que c'est important qu'il apprenne certaines choses, comment est-ce que je peux faire? Beaucoup de fois, il y a le sentiment, il y a la peur hein, pour l'avenir de son jeune, il y a la colère qui va venir, et il y a un peu ce côté que tout parent d'ailleurs a, qui va être de OK, non mais c'est pas possible, en fait, tu n'as pas le choix, tu vas obéir. C'est comme ça et pas autrement. Bon, voilà, je fais des exemples. Donc, il y a un peu le côté essayer de forcer à obéir en utilisant la culpabilisation, en faisant la morale, en faisant du chantage, en utilisant des fois des menaces de sanctions, des fois en punissant, etc. Donc, là, l'idée, c'est d'essayer de voir, bon, comment est-ce que on peut faire comprendre à l'ado que son refus est un choix, que ses actions ont des conséquences. Donc, c'est pas forcément en lui faisant la morale et en le culpabilisant, etc., mais plutôt en lui disant, OK, en fait, tu peux participer ou pas à, je sais pas, certaines tâches au domicile. Si tu y participes, voilà ce qui se passe. Dans le cas où tu refuses, il y a quand même aussi des conséquences. On te les donne et comme ça, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis dans quelle direction tu vas. Si l'ado est en refus complet, hein, donc c'est vraiment de se dire, bah, il a choisi, il a fait le choix, mais en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous lui avez donné explicitement les conséquences de chacun de ses choix. Et donc, on amène les conséquences sans qu'il y ait de discussion et de négociation. Donc ça, c'est très important aussi dans le programme ASPI, c'est d'essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on fait en cas d'opposition, alors que dans certaines situations, il faut bien qu'on aide l'ado à bouger, à apprendre certaines choses, à faire autrement. Donc voilà. Et les autres séances vont être plus spécifiques à des thématiques. Donc on a la rencontre 7, par exemple, qui va être autour de la vie sociale, amicale et amoureuse. La 8 sur la vie scolaire, la 9 sur la transition à l'âge adulte, et on fait un bilan. Alors, je vous montre des exemples de supports encore pour, par exemple, la séance 7. Dans la séance 7, pareil, on fait un peu en gradué, c'est-à-dire que il y a des jeunes, des ados autistes qui ne souhaitent pas avoir beaucoup d'échanges sociaux, et c'est important de le respecter, qui ne souhaitent pas forcément développer des amitiés ou développer des relations amoureuses. Ça ne veut pas dire, là encore, que aucun apprentissage social n'est important. Au contraire, il y aurait l'idée quand même de réfléchir à au moins un kit de survie sociale. On entend souvent de plus en plus parler des kits de survie. Et ben justement, c'est quelque chose d'important. Il y a des compétences nécessaires quand on vit en société, des compétences un peu de base. Donc, par exemple, savoir demander de l'aide, demander une information, connaître des numéros d'urgence,
pouvoir aussi se protéger de personnes malveillantes, donc connaître les numéros d'urgence par rapport au harcèlement, alors réussir à identifier des personnes à qui on peut parler de situations problématiques, de repérer qu'est-ce que le harcèlement, justement, est-ce que j'en suis victime ou pas. Donc, il y a les jeunes qui sont plus là-dedans. Et puis, il y a d'autres jeunes qui, eux, ont le souhait de développer des liens amicaux et qui sont en difficulté ou des liens amoureux. Et donc, on va leur proposer, dans ce cas à eux, d'être plus spécifique. Là, il y a un tableau où on leur propose de réfléchir, en fait, aux signes qui montrent qu'on est accepté ou non par des personnes. Donc voilà, dans la colonne de gauche, c'est vraiment plus on va cocher de cases, plus il y a des chances qu'on soit accepté par une personne. À l'inverse, plus on colle des cases sur le versant plutôt rouge à droite, moins il y a des chances qu'on soit accepté par une personne. Ça rend de nouveau les signaux sociaux explicites. Donc c'est proposé dans le carnet de l'ado et le parent peut soutenir aussi son ado avec ça. Désolée, c'est mon pad qui est très sensible. Alors, donc ça, ce sont vraiment des exemples de supports qu'on a pu développer dans le cadre de ce programme. Maintenant, par rapport à l'intervention, comme je l'ai dit précédemment, on a fait des entretiens, on a fait un groupe pilote. Là, on a terminé un deuxième groupe. Donc, en fait, c'est des parents qui ont accepté de participer aux premières fois de ce programme, ce qui n'est pas forcément toujours simple non plus pour eux, parce que ils se retrouvent un peu euh, face à des situations où j'ai pas toujours tout préparé aussi bien que peut-être les autres personnes l'auront par la suite. En tout cas, avec ces deux exemples d'implantation, on a développé un manuel d'implantation parce que le but, c'est que ce programme puisse être proposé et développé par d'autres professionnels qui accompagnent des parents d'ados autistes. Donc ça, c'est vraiment notre souhait. Par rapport au groupe pilote, je vous montre quelques résultats quand même qui sont importants. Donc, on a évalué la satisfaction des parents par rapport à leur participation. Donc là, vous voyez certains items, à quel point ils ont eu l'impression d'apprendre des choses, d'apprendre à impliquer leur ado. Est-ce qu'ils ont eu l'impression que ce programme a eu un effet positif ou négatif sur la relation avec leur ado? Est-ce qu'ils ont eu l'impression que ça a eu un effet positif ou négatif sur leur sentiment de confiance en soi, sur les problèmes de comportement peut-être que peut présenter l'ado, sur la consilience, le fait qu'il accepte de pouvoir faire certaines choses qui sont pas toujours faciles pour lui. Est-ce qu'ils ont vu des progrès? Est-ce que, ils ont eu l'impression que ça les a aidés au-delà même de ce qui est vu plus pratico-pratique dans le programme? Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir un soutien suffisant et leur sentiment général? Donc là, c'est les résultats de 5 familles, de 5 parents, pardon. Donc on voit quand même qu'on a des scores élevés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est plutôt prometteur à ce niveau-là. La totalité des parents, des 5 parents qui ont participé à ce groupe pilote, ont eu des résultats qui montrent qu'il y a un effet positif sur tous ces domaines. On leur a aussi demandé est-ce qu'ils envisagent de continuer à utiliser ce qu'ils ont vu au cours du programme, par exemple les supports. Et donc, on voit que donc là, on a les 5 parents. Les 5 parents disent que oui. Et les 5 parents recommandent aussi le programme à d'autres familles. Là, bon, c'est toujours la diapo un petit peu lourde, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est des retours qu'ils ont pu nous faire. Euh, voilà, qu'est-ce qu'ils ont aimé en participant à ce programme? Donc, c'est d'obtenir des résultats grâce aux exercices et de se sentir plus serein grâce aux échanges et le fait qu'ils avancent en même temps et qu'ils partagent les mêmes expériences avec les autres familles. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément, les échanges. Les échanges avec d'autres parents d'adolescents. Donc, les similitudes, le fait de pouvoir prendre du recul, la prise de recul par rapport aux inquiétudes, à l'anxiété.
l'apprentissage de petites clés hein, pour peut-être communiquer différemment ou d'améliorer les relations. Donc le fait aussi qu'ils se sentent moins, qu'ils déculpabilisent et se rendre compte de certaines erreurs qu'ils peuvent faire, mais justement, en fait, c'est une remise en question qui n'est pas non plus euh, douloureuse, en tout cas pour la personne qui l'a écrit. Donc, découvrir qu'on n'est pas les seuls, hein, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Et voilà, encore une personne qui a pu dire, il y a une grande diversité des sujets, on aborde beaucoup de choses en 10 séances. Les outils sont personnalisables, ils sont utilisables aussi au besoin, ils vont pouvoir les réutiliser. Il y a un des jeunes, il y a un parent qui a pu nous dire qu'il y a un des jeunes qui a justement posé plus de questions, exprimé le besoin de se faire des amis après la séance. Il y a ça, donc on a pas mal de retours assez chouettes. On a aussi des retours où ils nous ont dit ce qui a pu être compliqué, ils sont moins nombreux, mais c'est cette remise en question hein, quand même qui, c'est vrai qu'avant je disais elle n'est pas aussi douloureuse, mais elle peut être compliquée quand même. Donc le regard sur moi-même, le fait que là il y a un parent qui explique, il pensait qu'il allait, en fait, il pensait qu'il allait avoir un cours, qu'il allait avoir des outils qu'il allait appliquer auprès de son enfant, et en fin de compte il s'est rendu compte que c'est vraiment toute une dynamique qui va être ciblée et que les parents eux-mêmes sont ciblés, hein, donc ils vont aussi changer leur position. Voilà. Donc ça, c'est les retours qu'on a eu du premier groupe. Et du coup, je termine la présentation et avec la citation qu'on aime toujours beaucoup. C'est un parent qui nous a dit voilà, la force de la psychologie, savoir nous mener d'un point A à un point B avec des saltos, des lépines dans nos têtes, et avec le sourire et la confiance. Et je trouve que ça représente assez bien le travail fait au cours des programmes parentaux de manière générale et de ASPI tout particulièrement. Parce qu'il y a vraiment une réflexion sur une manière d'être et de faire un peu différente à cet âge de vie. Voilà, merci beaucoup voilà, pour votre attention. Et puis, du coup, on va pouvoir répondre aux questions. Voilà. Je vais voir dans le chat. Tu as pu déjà regarder des questions, Céline? Oui, alors il y en a une qui concerne le fait de savoir si le programme existait en visio. Et donc, effectivement, pour l'instant, il n'a été fait qu'en visio. C'est ce que tu disais. Oui, il n'a été fait qu'en vidéo. C'était plus simple pour le mettre en place. Maintenant, justement, ça serait bien de le mettre aussi en présentiel. Voilà. Je regarde les questions. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'y ai répondu partiellement dans un message direct, pour l'instant, on n'a pas formé d'autres professionnels au programme. Alors, j'ai une coupure. Non, c'est bon. Tu m'entends encore, Jennifer? Tout le monde Oui, m'entend? pardon, je regarde les questions. Excuse-moi. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore formé d'autres professionnels au programme. Par contre, la formation sera ouverte, je pense, à l'automne, fin d'année 2024. C'est toi qui connais les horaires, mais via Octopus Formation. Donc, c'est un programme qui sera offert dans le catalogue d'Octopus Formation. Oui. Alors, il y a aussi la question, avez-vous des parents avec des fratries dans vos groupes pilotes? Oui. Alors, euh, c'est vrai que ça, je ne précise pas toujours, mais on a eu la situation où il y avait un jeune un jeune autiste qui avait, je crois, 15 16 ans, et il y avait son petit frère qui était juste à 12 ans. Alors, lui n'avait pas forcément de diagnostic d'autisme, mais il avait le souhait de vouloir aussi participer. Et donc, c'était tout à fait possible. On a proposé aux parents qu'ils puissent aussi avoir un carnet de l'ado pour lui. Donc, c'est possible justement de pouvoir accompagner des fratries dans le cadre de ce programme. Chaque jeune aura son carnet de l'ado, par contre. Ça demande un chouïa de plus de travail pour les parents, par contre. Il faut juste le savoir, mais voilà. Alors, Alors, je peux répondre à la question sur les ados TDAH.
Est-ce qu'il existe des formations identiques pour les ados TDAH? Alors, euh, euh, je suppose que la question porte plus sur peut-être l'opposition provocation que le TDAH lui-même. Alors, si c'est sur formation pour des parents d'ados TDAH, à ma connaissance, en France, il n'y en a pas. On est plus sur du programme d'éducation thérapeutique. Si c'est sur la question plutôt opposition, provocation, troubles du comportement associés au TDAH chez les ados, le programme Barclay Ado devrait être sorti dans sa version originale prochainement, d'après ce que j'ai compris. Et par contre, là, en parallèle de ce qu'a fait Jennifer, de ce qu'on a fait avec Jennifer, j'ai monté un petit programme pour les parents d'ados euh, qui présentent des problèmes d'opposition, provocation, ou qui ont un TDAH ou non. Donc ça, c'est une formation qu'on propose. Un peu aussi, vous l'aurez noté pour ceux qui connaissent les programmes de guidance parentale, de psychoéducation. Là, Jennifer nous a fait faire un petit pas de côté parce qu'on est dans l'accompagnement parental, parce qu'on est plus, vous avez vu pour ceux qui connaissent, il y a la matrice qu'on retrouve dans la thérapie d'acceptation et de l'engagement. Il y a cette question des valeurs et c'est aussi quelque chose qu'on travaille plus dans les programmes pour ados. Je pense que ça convient mieux. Ouais. Il y a Virginie qui demande comment est-ce qu'on peut participer. Alors là, c'est en fait pour l'instant, c'est vrai que c'est vu qu'il y avait que nous qui le proposions. L'idée, c'est que ça soit possible, comme dit à l'automne, on formerait des professionnels pour que ça soit un peu plus disponible par ailleurs. Pour l'instant, oui, c'est que nous qui le proposons, mais j'espère que dans pas longtemps, ça sera plus le cas. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, est-ce qu'il existe des programmes plus adaptés pour les parents d'ados TSA avec DI plus important? Euh, à chaque fois qu'on fait ça, à raison, les gens nous disent, ah, il faudrait pour ci, Ouais, il faudrait pour ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jennifer. Je ferai des groupes plus spécifiques, mais clairement. pourquoi pas? En fait, c'est le problème, hein, c'est-à-dire que souvent, là, en tout cas au niveau francophone et notamment français, les programmes pour les parents se sont vraiment développés ces 15 dernières années, mais se sont focalisés sur l'accompagnement des jeunes enfants. Là, vous en avez hein, pour les jeunes qui aient ou non des associés. Et donc, pour les ados, là, c'est encore assez rare. Et donc, oui, ce serait tout à fait intéressant. Par contre, il y aurait encore plein de programmes parentaux à développer, hein, et ce serait l'un d'entre eux, très clairement. Parce que les besoins, les défis ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a toute cette étape qu'on prend bien le temps de le faire et qui contribue à la construction des contenus du programme, qui est l'identification des besoins par les parents et les ados et les jeunes adultes. Et ça, c'est un temps important. Et effectivement, dans le trouble du développement intellectuel, les besoins ne sont sans doute pas les mêmes, même s'il y a des choses qui se rejoignent sur cette question d'être parent d'un ado, cette transition vers l'âge adulte, etc., ce côté ouais, passage où il faut qu'on laisse de l'autonomie, mais en même temps, on a un peu des craintes. Et donc, je pense qu'effectivement, ce serait un chantier à ouvrir. Et alors, Euh, est-ce que tu penses que ce serait adapté aux ados non-verbaux ou pas très verbaux? Bon, je pense que oui. Aux parents programmation. d'ados. Ouais. Si maintenant ce sont des jeunes, alors oui, c'est adapté. Et si les jeunes, par contre, peut-être même que pour certains, le support écrit, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut justement aider à communiquer, bah, du coup, il y a le carnet de l'ado qui peut être tout à fait intéressant. Ouais. Mm. Il y a Valérie qui demande si c'est adapté pour des parents d'un enfant de 11 ans. Euh, je ne sais plus exactement les âges qu'on a fait, mais je pense que c'est collège, en fait, c'est un peu ça. On va dire que c'est à partir ouais, du collège. Voilà. C'est vrai que j'avais mis 12-17 parce que le problème, c'est qu'entre 12 et 17, vous avez une sacrée différence. Et donc, voilà. Donc 11 ans, ça commence à être vraiment une très grosse différence. J'ai tendance à dire, on peut essayer tant que le jeune, si c'est au niveau peut-être du collège. Non, si c'est au niveau du collège, c'était le cas à 11 ans, mais pourquoi Après, pas?
Ah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, nous, on l'a fait aussi dans le cadre de groupes pilotes. Ouais. Donc, on essaie d'avoir des populations un petit peu homogènes, hein, parce qu'on sait d'expérience que parfois, quand c'est trop différent, c'est plus compliqué. Donc, on voulait aussi répondre à nos questions de recherche. Donc là, quand on va former des professionnels et qu'ensuite les professionnels vont mettre en place le programme, comme nous, on va demander des retours sur l'implantation du programme, ça nous permettra de pouvoir dire ensuite, ah bah oui, jusqu'à 17, ça peut aller sans difficulté, ou au contraire, ah bah non, on s'est rendu compte que 11-15 ou 11-14, c'est vraiment un groupe qu'il faut conserver tel quel. J'ai vu aussi une question de Guillermo. Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires que le parent puisse identifier les besoins de son enfant ou est-ce ouvert à tout parent intéressé? Bah, finalement, ça rejoint un peu ce que Céline vient de dire, c'est-à-dire on n'a pas encore le même recul que pour un autre programme parental pour les jeunes enfants où là on a 10 ans de recul. Là, pour le coup, c'est ouvert à tout parent. J'ai pas forcément le prérequis, c'était la possibilité de s'impliquer. C'était ça qui surtout. Est-ce que le parent avait le temps de venir à toutes les rencontres? Parce que dans le cadre de ces programmes-là, on peut pas juste choisir les rencontres auxquelles on va participer. C'est un processus dans lequel on s'inscrit et où chaque séance va nourrir les séances suivantes. Et donc, c'est plus ça qui est le challenge, c'est-à-dire de voir est-ce que le parent a la possibilité, l'énergie pour venir aux rencontres. Donc, pour l'instant, pas d'autres prérequis. Et est-ce que ça, je relance juste parce que ça rejoint aussi l'âge. Est-ce que c'est adapté pour des postes ados? Alors, justement, pour moi, là, il y aurait quelque chose, ou alors, peut-être quelque chose qui serait envisagé, c'est de le faire, mais que avec des jeunes qui sont dans la même situation, donc qui sont à 18, 19, 20 ans et qui sont justement dans cette fameuse transition à l'âge adulte. Peut-être qu'il y aurait quelques adaptations à faire, mais ça pourrait être d'ailleurs un projet futur de se dire quelles seraient les petites adaptations, parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup, Mm. pour que ça colle cette fois-ci plus à la question de le jeune âge adulte finalement. Il y a une question sur le nombre de familles accompagnées simultanément. Alors, plus que le nombre de familles, c'est le nombre d'enfants ou enfin, d'adolescents concernés. On va dire ça, Jennifer. C'est-à-dire que si on a un parent qui a deux enfants concernés dans le groupe, voilà. Mais souvent, sur les groupes, on est sur cinq familles maximum. C'est un peu on a testé plein de choses. Les équipes avec lesquelles on travaille sur d'autres programmes ont testé plus, alors qu'on leur avait dit, oh, ça risque d'être trop. Si c'est déjà trop en général, parce que si vous voulez qu'il y ait des temps d'échange aussi dans le groupe, c'est important que les gens ne soient pas frustrés et qu'il n'y ait pas trop de familles. Voilà. Oui, en fait, c'est alors parce que là, je vois Guillermo qui dit il y a trois adolescents autistes, donc là, ça prendra déjà une grosse partie du, du groupe. Mais oui, c'est vrai que c'est important parce que après il y a un temps vraiment dédié pour chaque ado. Donc, enfin, c'est les parents évidemment qui parlent de leur ado, mais on prend le temps pour discuter comment ils ont vécu les choses, comment ça s'est passé, etc. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ce temps-là pour tout le monde. Alors, il y a Jacqueline qui mentionne le fait d'avoir pas forcément l'énergie, mais la possibilité de venir. En fait, pour nous, ce qui va être important, et je le dis aussi aux professionnels dans le choix que vous allez faire de l'intervention, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'a dit Jennifer avant, il faut que le parent puisse mettre en action entre les séances. Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il y ait une amélioration des compétences parentales, du sentiment de compétence parentale. Donc, il faut faire, il y a de la pratique. Alors après, c'est à nous aussi, hein, comme cliniciens, d'accompagner le parent pour le mettre en réussite. Ça, c'est extrêmement important. Mais il y a des fois, il vaut mieux pas qu'on fasse rentrer les parents dans le programme si dès le départ, on sait qu'il n'y aura pas l'énergie. Parce que le parent, finalement, comme professionnel, nous, on le met en échec. Et en plus, si le reste du groupe fonctionne bien, avance, alors chacun avance avec ses différents rythmes, mais ça va être encore plus frustrant et difficile pour la personne de voir que
Monsieur et Madame X avancent, font toutes les séances, ont des changements et que nous, on est encore là et que rien n'a changé. Donc, c'est là où je disais que dans les interventions, bah, peut-être qu'on peut prendre le temps de se dire, ben, pendant 3, 4, 5 mois, on va travailler, je sais pas, sur l'annonce diagnostique, sur prendre soin de soi, pour ensuite se mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer le programme et avoir l'énergie pour le faire. C'est aussi Oui. pour ça qu'on essaie d'avoir les deux parents quand il y a deux parents au domicile. Et c'est pour ça, alors ça par contre, maintenant, je peux le dire, pour Aspi, il y a une période qui n'est absolument pas propice à, à la mise en place de ce programme, hein, c'est au printemps. Parce que généralement, arrivent à un moment donné les examens, le bac éventuellement, le brevet. Et en fait, on voit que justement là, toute l'énergie est dédiée à ça. Et donc, ça fait beaucoup trop. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, Céline, on a vraiment un rôle important dans l'animation, à accompagner le parent pour que ça soit faisable pour lui et à aussi des fois pouvoir dire, attention, là peut-être qu'on risque de vous mettre en échec, en fait. Donc, c'est des fois, en fait, il nous arrive hein, de le dire aux personnes. Alors, euh, là, je vois, avez-vous des lectures, pistes pour aider les parents à identifier les besoins de leurs enfants ados, notamment pour des TSA niveau 3 et troubles associés? Oui, alors, il y a alors, des lectures, il doit y en avoir pas mal, mais pour identifier les besoins. Alors, il y a quand même des livres qui sont spécifiquement pour les parents et qui justement donnent des conseils, mais au préalable qui visent à réfléchir au fait qu'est-ce qui est nécessaire j'évalue auprès de mon enfant avant de m'y mettre. Alors, le problème, c'est que là, de tête tout de suite, j'ai un petit peu du mal. Il faudrait que je prenne le temps de pouvoir répondre à la personne par la suite. Et Euh, sinon, sur la question de l'identification des besoins, ouais, une des choses qu'on avait repérées dans une de nos recherches à la classe, c'était des parents d'enfants plus petits, mais qu'on retrouve chez plein de parents hein, aussi. Pour le coup, pas forcément de parents d'enfants autistes, Euh, en fait, il y a une forme de confusion du besoin de l'enfant ou ado avec le besoin parental. Et dans le discours des parents, si vous êtes parent, vous savez, finalement, on se dit, ah, moi, tant que mon enfant va bien, ça va. Et donc, du coup, pas l'identification de ses propres besoins comme parent. Et c'est ça qu'il faut essayer un peu de dissocier les deux, parce que là, le programme, il vise d'abord à répondre aux besoins des parents. Et c'est pour ça qu'on est allé interviewer des parents d'ados ou de jeunes adultes pour voir un petit peu, avec leur recul, je me suis dit, ah bah tiens, j'aurais eu besoin de ça. Voilà. la durée totale du programme dépend du rythme de chaque ado. Alors non, le programme, c'est des rencontres. Quand c'est fait en groupe, ben, on avance tous au même rythme. Après, chacun va le vivre différemment. Euh, Ceci dit, je pense que en individuel, c'est tout à fait possible d'ajuster peut-être davantage, hein. C'est vrai que là, moi, j'ai surtout fait du groupe, mais c'est tout à fait envisageable d'ajuster, d'aller plus au rythme du parent et potentiellement de l'ado. On peut là aussi trouver un équilibre. Ouais, j'allais dire, il faut trouver un équilibre parce que Ah, Jennifer fait plus de groupes et moi, je fais plus d'individuels sur les programmes. Et comme j'ai fait les deux, le groupe et l'individuel, sur les programmes en individuel en général, je trouve que en fait, on perd alors le côté soutien du fait du groupe, hein, de se dire je me reconnais dans la vie de l'autre, mais c'est surtout que le rythme, il est imposé par le groupe quand on fait du groupe, tandis qu'en individuel, les parents, il arrive plus souvent qu'ils disent ah on n'a pas vraiment eu le temps de faire, etc. On va, je trouve que c'est plus ralenti et du coup on perd en puissance, on perd un peu en efficacité. Voilà, la densité fait que c'est efficace aussi. c'est vrai. Euh, je ne peux que confirmer. Euh, Alors,
Il y avait la liste des annuaires formés au programme. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'annuaire parce qu'on n'a pas encore formé de professionnels. Mais à l'automne, ça devrait arriver, on espère, puisqu'on a mis en place l'action de formation. Et puis, est-ce que ce programme est financé pour les parents par des éléments de compensation du handicap et par donc, du coup, MDA, MDPH? Je pense que ça peut tout à fait rentrer dans le dossier MDPH, puisqu'on l'a pour les programmes type ABC, tout ça. Alors, les pistes pour aider les ados TSA, j'avais repéré un livre en anglais, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un livre sur ado autiste, je crois, il s'appelle, mais je sais pas comment on pourrait peut-être faire pour transmettre a posteriori une liste. Je sais pas s'il y a des possibilités. Peut-être que Maryse pourrait mettre ça dans... Ouais, je suis en train de me dire. Pour le accroché à site, la ville. Ah on pourra oui, faire des choses par l'intermédiaire du site de StrassND, on pourra communiquer des informations. nickel. Donc on va faire ça. Ah voilà, il y a d'ailleurs il y a Lydia Ramos qui mentionne le livre Ado et autiste, être ado et autiste. Donc, on pourra peut-être justement rajouter sur le site un document avec des exemples de lecture. de l'idée. Ok. Hop. Je crois que j'avais vu plus haut encore des questions auxquelles on n'avait pas forcément répondu. Tuk, tuk. Alors, pour participer, pour l'instant, c'est plutôt vers toi qu'il faut se tourner, mais là, tu vas être submergé de demandes, donc je ne sais pas si tu ouvres un groupe à la rentrée. Si à la rentrée, oui, mais ouais, je vais le mentionner. Mais effectivement, il faut d'abord que je vois quand je le fais, etc. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur au-delà du TSA aussi. Le programme au-delà du TSA pour les enfants jusqu'à 11 ans sera-t-il proposé dans le Haut-Rhin? D'accord. Ah, ok, chouette. Alors, je crois que dans le Haut-Rhin, il faudrait voir avec le CRA de Rouffach, le CRA enfant, parce qu'il propose, il me semble, au-delà du TSA. Donc, n'hésitez pas à les contacter parce que il me semble que ça fait 2 ans comme ça qu'ils proposent au-delà du TSA. Donc, dans le Haut-Rhin, oui, ils ont été formés, ils l'ont mis en place. C'est peut-être même Mais, noté sur le site du CRA. mais est-ce que tu ne crois pas? Ça, c'est une question vraiment que là, on pourrait basculer à 11 ans vers à ASPI, plutôt Ah qu'au-delà du si, pardon, mais DSA en qui fait, est... je sais juste que je réponds Ouais, ouais, basiquement. ouais, non, mais du coup, Je me suis dit, bon, bah, je vais juste répondre, mais oui, disons que à 11 ans, on peut peut-être voir si pour ASPI, ça pourrait passer. Ouais. Mm. Surtout qu'au-delà du TSA, il est quand même plus post-diagnostic, il est sur plus des thématiques, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu avais repéré quand tu avais fait les entretiens, c'est que les parents d'ados autistes, ils ne voulaient plus refaire 3 séances sur ce qu'est l'autisme, les caractéristiques autistiques, etc. Alors, elles sont évidemment, ça traverse le programme, hein, puisque quand on met des actions en œuvre, avec l'ado, c'est évidemment en fonction de ces caractéristiques-là, parce que sinon ce serait un programme général et ça ne marche pas pour ces ados. Mais voilà, à la différence de au-delà du TSA qui reprend vraiment ce qu'est l'autisme, là, c'est pas l'objet. Oui, c'est vrai, c'est un point important. C'est vrai que, alors, ça dépend peut-être aussi des parents, parce qu'il y a les parents qui ont pour leur ado juste le diagnostic par exemple 11, 12, 13 ans. Donc là, il y a quand même le questionnement sur ce qu'est l'autisme. Mais c'est vrai que beaucoup des parents qui ont déjà eu le diagnostic quand leur enfant était petit, ils ont pu dire, on peut me dire gentiment, en fait, ça va, les informations générales, on en a soupé. Et on aimerait bien quelque chose de plus concret et spécifique par rapport à l'adolescence. Voilà, donc c'est vrai que... Alors, petite info que je rajoute aussi, puisque j'ai remonté le fil des questions par rapport au programme Papa, le livre, il est plus disponible en papier, mais vous pouvez l'avoir en format numérique.
Voilà. Ah oui, donc ah bah c'est voilà, Papa, le livre Papa, donc vous pouvez l'avoir en format numérique uniquement. Il me semble, ils n'ont pas fait de réédition. Ouais, en fait, c'est ça, donc Jacqueline, c'est vraiment ça, c'est le retour que beaucoup de familles ont pu faire, c'est bon, ça va, on connaît l'autisme, maintenant on a besoin de savoir comment on fait. Et comme il y a déjà eu aussi beaucoup d'accompagnement, enfin, il peut des fois y avoir eu beaucoup d'accompagnement et les outils plus jeunes qui ont été aidants plus jeunes ne sont plus forcément toujours aussi efficaces. Et c'est vraiment de réajuster les choses. Donc ça, c'est vraiment un retour qui est fait assez généralement. Donc je pense que sur le site, on mettra la liste. Peut-être que on verra, mais justement pour donner, ben, peut-être qu'on peut mettre aussi le lien, on verra, mais pour les professionnels, pour la formation, à voir. On verra. Et... Ah, Céline, attends, ton micro est fermé. On verra en fonction de ce qui est habituellement fait dans Ouais. Strassen. Oui, c'est vrai, on en discute Voilà. d'abord. Non, non, mais, mais voilà, sinon, actuellement, enfin, la formation, elle sera offerte par Octopus principalement. Après, Jennifer et moi, on peut faire des formations s'il n'y a pas besoin forcément d'un Stempel, excusez-moi, j'ai le terme alsacien, d'un tampon formation continue. Voilà. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Jennifer, le prochain démarrage d'accompagnement pour se positionner. Je pense qu'habituellement, tu fais un petit message sur LinkedIn ou des choses comme ça Oui, c'est quand tu ça. démarres un groupe. Ouais, je lance souvent parce que là, moi, je le fais en visio, c'est plus simple pour l'organisation. Donc, je mettrai l'information, je vais l'envoyer justement sur LinkedIn certainement ou sur Facebook aussi. Et, et voilà. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Tout le monde.